Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure, pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Envie de Lumière, la chaîne où on essaie de mettre toujours plus de conscience pour mieux se comprendre, pour prendre soin de soi et pouvoir se transformer. Et bienvenue donc dans ce podcast numéro 10 où on va parler justement de cette difficulté de changer, malgré la souffrance parfois dans laquelle on peut se trouver, malgré le fait de vivre des situations très compliquées, voire toxiques. On va essayer de comprendre pourquoi, malgré le fait de vouloir changer, on n'y arrive pas toujours. Avant de commencer ce podcast, je vous encourage vraiment à vous abonner à ma chaîne parce que c'est l'une des meilleures manières de me soutenir. Vous savez que les algorithmes sont très exigeants et pour le moment, mon travail a du mal à être visible. Donc, il n'y a que vous qui puissiez me soutenir sur ce coup-là en vous abonnant et en partageant aussi le plus possible mon contenu. Alors pourquoi dans le travail sur soi, est-ce que c'est si difficile de passer d'un désir de changement à une transformation concrète? Qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir un réel fossé entre ces deux étapes? Je vais essayer de répondre à cette question, de vous aider à y voir plus clair, en me servant d'une double expérience, à la fois celle qui est la mienne. Je me suis questionnée sur les différents processus qui m'ont permis et qui me permettent encore d'opérer de vraies transformations, et puis aussi celle des personnes que j'accompagne en coaching, puisque là, je suis en première ligne pour voir ce qui se passe chez l'autre quand je travaille de manière active avec une personne qui se lance dans un processus de transformation. Il y a effectivement des personnes qui se transforment assez facilement et d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué et donc c'est intéressant de voir les facteurs qui rentrent en ligne de compte. Alors jusque-là, j'ai relevé 3 ou 4 facteurs, il y en a sans doute plus. La première chose assez évidente, c'est d'ores et déjà le manque de ressources, puisqu'évidemment quand on souffre psychologiquement, émotionnellement, en général c'est qu'on est coincé dans un système qui se répète, un système mental qui tourne en boucle, où on peut aussi être coincé dans des réflexes de réaction face à ce qu'on vit. Et en premier lieu, dans ces conditionnements, on a un peu le nez dans le guidon, on a du mal à voir notre fonctionnement général, parce qu'on agit à partir de beaucoup d'angles morts qui peuvent être des croyances qui sont tellement engrammées en nous qu'on ne sait même pas que ce sont des croyances. On vit en les prenant comme des vérités et donc c'est absolument impossible de changer à partir du moment où on est persuadé que les choses sont comme elles sont et que donc elles ne peuvent pas évoluer. Mais ça peut être aussi des réflexes de survie réactionnels suite à des traumatismes ou à des expériences profondément marquantes, impactantes, qui nous laissent très peu de moyens pour agir parce qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous, parce que notre système nerveux s'est calibré d'une certaine manière pour surtout ne pas revivre des situations traumatiques. Et donc on peut se sentir prisonnier de nos réflexes émotionnels et du coup se raconter qu'on ne peut pas agir dessus. Et tout ça, ça fige, on peut ressentir une immobilité qui fait que même si on rêve de mieux, on se sent incapable de bouger. Dans ce genre de situation, quand on a des croyances qui nous conditionnent depuis des décennies, voire depuis quasiment toujours, ces croyances sont tellement enracinées profondément qu'on a construit tout notre équilibre, toute notre vie, toute notre perception du monde à partir de ce système de croyances. Alors, je vais vous en donner quelques-unes, comme ça va vous donner une idée. Ça peut être par exemple, l'amour ça se mérite, les autres sont capables, mais moi c'est pas pareil. Si je m'autorise à être moi, je vais être seule. Si j'arrête d'accepter de subir une situation, je vais tout perdre ou tout va s'écrouler, et cetera, et cetera. Et donc, ça va demander d'être en possession de ressources très précises pour commencer à être conscient de soi dans la profondeur et se rendre compte que notre perception du monde est influencée par nos croyances, donc par notre histoire et nos carences affectives, et que tout cela repose sur une illusion. On croit ce que nos croyances nous racontent, alors qu'on a le pouvoir de commencer à regarder notre vie différemment à partir du moment où on refait le chemin de ce qui a été vécu pour comprendre pourquoi on pense comme on pense ou pourquoi on ressent comme on ressent. Il y a toujours une explication. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en thérapie, par exemple. Mais il y a un phénomène, et c'est de ça surtout que je veux parler, que je vois beaucoup en séance, c'est qu'on peut vite se décourager parce que la machine mentale est très subtile et qu'il ne s'agit pas uniquement de trouver la croyance ou le traumatisme source. D'un point de vue mental, c'est un peu plus complexe que ça.
Parce que souvent le temps a fait son œuvre et de ces croyances ou réflexes de survie qui n'ont pas été pris en charge dès le début, se sont créées d'autres croyances. Ça fait comme des ramifications si vous voulez, parce que à force d'être coincé dans une certaine réalité, qui est la conséquence de cette première croyance, puisqu'on va agir et réagir à partir de ça, dans ce qui nous arrive, dans le monde qui nous entoure. Et de ces actions et réactions conditionnées vont en découler des conséquences qui vont créer d'autres croyances, un peu comme un cercle vicieux. Le mental fonctionne beaucoup comme ça, en effet boule de neige, et du coup ça crée plein de verrous autour du gros verrou, et ça peut devenir très handicapant parce que vous avez cette impression que si vous essayez d'aller dans une direction, ça bloque. Si vous essayez d'agir d'une autre manière, ça bloque aussi. Si vous essayez encore autre chose, ça fonctionne pas, et cetera. Donc on peut vite se décourager dans ce travail sur soi, parce qu'on a l'impression qu'on commence à faire du chemin, qu'on avance un peu, donc on est content, on se dit: «Chouette», et bam, il y a un truc qui vient se mettre en travers de la route, c'est qu'on n'avait pas vu et qu'on ne sait pas appréhender, parce qu'on n'a pas toute la cartographie complète, et ça peut vraiment décourager et pousser à se dire que de toute façon, les choses sont comme elles sont et qu'elles ne changeront jamais. Alors je vais vous donner un exemple. Vous n'avez pas eu le droit de beaucoup vous exprimer quand vous étiez enfant. Donc, vous vous êtes habitué à être seul, à vous isoler, pour ne pas être rejeté. Et puis, en grandissant, vous avez envie d'une vie sociale épanouie. Donc vous allez rencontrer des gens, mais comme vous êtes très introverti à cause de votre mécanisme de protection, bah, les gens ne viennent pas trop vers vous. Du coup, vous vous dites que les gens sont pas sympas ou que vous êtes pas trop aimé. Du coup, ça crée la croyance que vous n'avez pas la valeur d'être aimable et que les gens ne sont pas sympas. Donc vous vous isolez encore plus, et cetera, et cetera. Voilà, c'est un exemple d'écosystème mental de croyances, de perceptions, de réflexes qui se créent, se rajoutent, s'imbriquent. On pourrait en rajouter plein d'autres, qui pourraient venir se greffer, plein de micro-croyances qui peuvent arriver par-dessus, des petites choses qui ont l'air insignifiantes, mais qui font qu'à un moment donné, dans le travail de déconditionnement et de déprogrammation d'une croyance, on va buter sur certaines choses, même en essayant de comprendre son fonctionnement de fond, parce qu'il peut rester toutes sortes d'angles morts. J'appelle ça comme ça, un angle mort. Je trouve que ça porte bien son nom, qui font que même avec de la volonté, on n'arrive pas à mettre le doigt sur tous les blocages qui se sont rajoutés au fur et à mesure. Et donc, on a du mal à avoir une vision claire et nette de tous nos fonctionnements et donc de pouvoir agir dessus. Parce que voilà, quand on est dedans depuis des années, on ne se rend pas toujours compte de tous nos automatismes. Et donc souvent, il faut un regard extérieur ou bien, parfois avec le temps, il se passe des événements, des choses qui font que d'un coup, ce qu'on voyait pas, ce qui était dans l'ombre apparaît de manière évidente, et là, hop, on peut avancer, ça débloque, voilà, ça débloque un niveau et on peut avancer, plus loin. Donc il faut travailler cette capacité de survol, au fur et à mesure pour voir l'écosystème dans son entièreté et pouvoir défaire, nœud après nœud, ce qui nous enferme, pour sentir qu'on a de plus en plus d'espace en soi et que ce qu'on croyait est simplement une corde qui nous empêchait de bouger. Donc, voir les gros, gros rouages, c'est important, bien sûr, mais il y a un endroit où il faut partir du postulat, ça a été puissant pour moi, que tout est croyance dans notre mental et que ce dont on a besoin, c'est surtout de défaire et reconstruire nos croyances à partir non pas de notre système d'expérience malheureuse, bien que ça serve, on est d'accord, mais à partir de notre système de valeurs pour pouvoir incarner la personne qu'on a envie d'être, que l'on sent, que l'on est réellement au fond de soi. Donc c'est aussi un travail de grande attention. On a besoin d'investir du temps. Il faut vraiment s'intéresser à soi comme un couturier de haute couture peut être attentif, attentionné très scrupuleusement à chaque détail de l'habit qu'il confectionne, parce que dans ces détails se cachent aussi parfois des choses qu'on ne voit pas, qui ont l'air futiles en apparence, mais qui jouent aussi un rôle ici et de ci, de là, d'entretien de croyances, des petits grains de sable qui viennent se mettre dans la machine et qui, voilà, peuvent bloquer tout l'engrenage parce qu'on ne le voit pas. Et donc, j'avais pas prévu cette transition, mais en vous parlant, je viens de relever un autre point auquel j'avais pas pensé, qui peut être source de blocage ou au contraire favoriser vraiment le changement, c'est le goût, la curiosité de se comprendre. Je vois, quelque chose qui n'est pas rare en séance chez des personnes que j'accompagne sur des périodes plus longues.
Séances durant lesquelles on va relever ces fameux angles morts, dans lesquelles je donne des clés et je vois que dès que la séance est finie, quand je retrouve la personne, alors ça va peut-être pas plaire tout ce que je dis, mais c'est la vérité. Quand je retrouve la personne la séance suivante, je m'aperçois que finalement, du moment où la séance de la fois d'avant s'est terminée, jusqu'au moment de la nouvelle séance, la personne est repartie dans sa vie et puis elle a laissé ce qui a été conscientisé là, quelque part et donc on doit reprendre là où on s'était arrêté et entre-temps, il n'y a pas vraiment eu de questionnement, d'auto-observation et donc d'évolution. Alors on pourrait parler de manque de discipline ou de manque d'autonomie, ce qui peut être le cas, hein, ça fait aussi évidemment partie des ingrédients qui font qu'on peut avoir du mal à changer. Mais moi, j'irais plutôt voir ce qu'il y a derrière ça et je parlerais à l'origine d'un manque réel de curiosité, un manque d'intérêt pour soi, pour son propre fonctionnement. Pour ma part, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est que justement j'avais, cette soif, cette curiosité intense de comprendre comment je fonctionne, de m'observer et vous savez, c'est un peu comme quand on est passionné par quelque chose, en général, on apprend vite et on est assez talentueux dans ce qui nous plaît vraiment et c'est cet élan qui nous pousse à une certaine forme de discipline du coup, parce qu'on a envie d'y aller. Et donc je pense que pour pas mal de gens, il peut y avoir une forme de désintérêt de soi, de désintérêt pour son histoire et pour la manière dont on s'est construit. Sans doute en lien avec un manque d'estime de soi aussi, hein, un manque d'attention vécue et de valorisation vécue. Dans l'enfance, on n'a pas senti qu'on avait une réelle valeur, alors que l'humain est une machinerie, bien huilée, absolument fascinante et que, tout comme on s'intéresse à notre corps physique et ben, nos réflexes psychiques peuvent aussi se travailler et je trouve ça dommage parce que ça retarde beaucoup ou ça empêche beaucoup la possibilité de changer. Ce manque de curiosité, ce manque de goût de s'observer, ça contribue à créer une espèce de distance de soi avec soi qui empêche une rencontre, une compréhension qui pourrait vraiment accélérer les choses et faire toute la différence. Ensuite, le deuxième gros paramètre que je vois aussi, c'est que l'une des clés du changement, au-delà de la compréhension mentale, c'est la rencontre avec soi. C'est-à-dire qu'il y a une manière de se comprendre intellectuellement, ce dont on vient de parler, s'observer, s'analyser, etc. Et puis ensuite, il y a une autre dimension qui est plutôt dans l'espace du cœur, dans l'espace de l'être, dans une dimension humaine beaucoup plus profonde, beaucoup plus instinctive, beaucoup plus vivante, qui est l'endroit du ressenti, du sensitif, le monde émotionnel pur. Et là, c'est plus compliqué d'y accéder parce que c'est souvent un espace qui est carencé, nié, déconnecté du monde dans lequel on vit, puisqu'on nous apprend à nous couper de nous, de notre ressenti, de tout l'aspect sensitif de notre être. Et c'est pourtant là que se trouve toute notre humanité, la plus vulnérable, la plus pure. C'est là qu'est notre matière brute. C'est l'espace aussi où réside nos traumatismes. Et donc, c'est surtout l'endroit où se joue notre relation avec nous-mêmes, c'est-à-dire la manière dont on se traite dans ce qu'on vit émotionnellement, la manière dont on accueille et dont on prend en charge tout ce que nous vivons émotionnellement et qui fait de nous des êtres profondément vivants, notre capacité à nous traiter avec amour, avec bienveillance et aussi à parfois nous mettre des petits coups de pied au derrière quand c'est nécessaire. Et pour moi, c'est la clé de voûte absolue du changement et c'est quelque chose qui doit vraiment être réappris, qui doit être enseigné. C'est quelque chose dont on doit vraiment reprendre possession parce que c'est à partir de la relation avec nous-mêmes que l'on peut changer les choses profondément. J'ai souvent des personnes qui me contactent pour du coaching, qui m'expliquent qu'ils ont vu des psys pendant des années. Alors attention, je dénigre pas du tout le travail des psychologues, ils ont leur rôle. Mais ces gens me disent: «Voilà, je me connais bien, je connais mon histoire, je sais ce qui dysfonctionne chez moi, mais pour autant je ne vais pas mieux». Bon ça, c'est vraiment du vécu, hein, c'est quelque chose que j'ai entendu un certain nombre de fois et moi je leur explique qu'ils ont une bonne compréhension intellectuelle de qui ils sont, donc ils ont fait toute une partie du travail, mais qu'ils ne se sont en vrai jamais totalement rencontrés et que donc il y a quelque chose de plus profond qui demande à être rencontré, à être pris en charge, à être soigné. Donc là, il s'agit de remettre du lien entre soi et soi, notamment en changeant sa manière de réagir à ce qu'on ressent, la manière de réagir face à ses émotions. C'est un travail de fond, hein, cette capacité non pas à gérer, parce qu'il y a quelque chose de très mental, de mise à distance dans le mot gérer, mais à recevoir, à cocooner, à materner ses émotions. Et encore une fois, si c'est fait avec sérieux et avec envie, ça se fait très bien.
J'en viens maintenant au troisième et quatrième gros facteur. Alors, troisième et quatrième d'un coup, parce que je trouve que ça s'imbrique, que c'est assez lié. C'est la notion de volonté et la peur. Il est évident que l'ingrédient de base pour changer, c'est la volonté. Je pense que je vous apprends rien. C'est ce que je vous disais quelque part tout à l'heure quand je parlais de cette curiosité à avoir pour soi. C'est aussi en lien, hein, c'est-à-dire que sans la volonté de se comprendre, de vouloir se rencontrer vraiment, vous ne pouvez pas changer, puisque changer demande une certaine connaissance de soi, évidemment. Et en plus, il y a différents degrés de volonté, donc on peut changer à des niveaux de profondeur différents en fonction du degré de volonté qu'on a à changer. Et là, on peut avoir des personnes qui sont dans de véritables états de détresse psychologique, qui partent de très loin au niveau de leurs croyances, qui peuvent avoir une estime de soi absolument désastreuse, qui peuvent manquer de toutes les ressources possibles, mais qui sont absolument déterminés à s'en sortir et qui, finalement vont utiliser cette volonté comme ressource de départ, parce que c'est un peu la seule qu'elles ont au début. Et en fait, cette ressource de départ qu'est la volonté va permettre qu'elles contactent d'autres ressources, qu'elles vont mettre à profit de manière très qualitative. Donc les résultats vont se faire sentir vite et de manière fulgurante. Et à l'inverse, vous avez, des personnes qui peuvent avoir beaucoup plus de ressources psychologiques, matérielles, mais dont le manque de volonté fait que ça va pas donner de résultats probants, alors qu'au contraire, ça aurait pu aller plus vite, hein, parce qu'il y a pas forcément tout un système à déconstruire. Donc je trouve ça intéressant d'observer cette mécanique. Et il peut y avoir aussi un travail de départ à faire sur la volonté, hein, aller contacter cette, fameuse volonté, de changer, que je mets moi en lien avec la qualité de vie qu'on veut mener. Je sais que pour ma part, il y a une espèce de force en moi qui fait que, j'ai envie de vivre le meilleur dans chaque domaine de ma vie, parce que j'ai envie de pouvoir goûter au meilleur de ce que je peux expérimenter sur cette terre et donc ça me pousse beaucoup, ça m'encourage beaucoup à mettre en place tout ce qui est nécessaire pour évoluer dans cette direction. Mais c'est donc un choix qui appartient à chacun et qui nous pousse à nous responsabiliser, à sortir souvent de la victimisation si nécessaire, et de regarder tout ce qui est en notre pouvoir pour agir et changer les choses à partir de nous. Et en général, il y a toujours au moins un petit quelque chose à faire par lequel commencer. Ensuite, l'émotion qui est directement rattachée à la volonté, hein, voilà, qui est un pendant, c'est la peur, qui peut être un moteur ou un handicap. C'est-à-dire qu'on peut soit vouloir la dépasser, par exemple les personnes qui vivent beaucoup d'anxiété, de crise d'angoisse, etc., sont en général des personnes qui vont beaucoup plus travailler sur elles parce que la peur est l'émotion la moins confortable qui soit et qu'on a envie d'en sortir rapidement. Donc, ça aide à se connecter à la valeur courage, qui signifie étymologiquement «le cœur qui agit». Je trouve ça très joli, et c'est presque une forme de transcendance. La capacité à traverser ce qui nous terrifie pour aller de l'autre côté du fleuve sombre, c'est vraiment accepter symboliquement de mourir, parce que c'est accepter d'aller vers de l'inconnu. Donc il y a une part de nous qui disparaît, celle qui voilà, qui ignorait l'après et donc il y a quelque chose de très initiatique pour celui qui accepte de rencontrer sa peur. Mais c'est aussi du coup le facteur qui empêche énormément le changement, parce que c'est l'émotion qu'on n'a pas du tout envie de vivre, qu'on n'a pas du tout envie de traverser, puisqu'elle est très inconfortable. Donc c'est plus facile de pas y aller et changer, ça fait peur parce qu'on associe le changement à la souffrance. Je crois que beaucoup de personnes associent le travail sur soi, le dépassement de soi à quelque chose de douloureux. Et je pense que c'est ce qui bloque un maximum de gens. Et là, c'est un énorme sujet pour moi, dont je pourrais parler pendant des heures. Parce que le rapport à la souffrance dans notre société est problématique, à mon sens, parce qu'on nous enseigne que le mal, la douleur n'est pas normale, que ça ne doit pas exister, alors qu'au niveau du processus du vivant, c'est un passage initiatique, justement, pour acquérir une force qui nous amène à quelque chose de plus grand. Le courage de traverser nous connecte à des ressources qui nous permettent d'accéder à un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et beaucoup plus libre. Alors bien sûr, hein, il y a des douleurs qui indiquent que quelque chose ne va pas. Si vous vous déboîtez l'épaule, courez à l'hôpital, hein, bien évidemment. Mais la souffrance émotionnelle, c'est surtout une messagère. C'est un guide qui pousse à visiter des endroits de vous dont vous vous êtes coupé, des espaces dont vous ne prenez pas soin et donc ça ne crée pas de la souffrance. C'est simplement qu'on crée une voie de passage pour entendre nos parts d'ombre, donc nos parts douloureuses. La douleur vient de ce qui n'est pas conscientisé et accepté de soi.
Et cette souffrance, dès qu'elle est entendue, je vous assure, hein, qu'elle commence à se dissoudre. Donc beaucoup de gens ont peur de la souffrance parce qu'ils pensent qu'ils vont rester coincés dedans, que ça va durer toujours et que ça va les engloutir, alors que c'est simplement un passage, c'est un sas avant de se rencontrer, qui permet de se connecter à des choses beaucoup plus grandes et plus puissantes. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'en plus, c'est pas obligatoirement le cas dans un travail sur soi. Il y a aussi énormément de confort, de vrai confort, parce que, par exemple, quand j'accompagne des personnes à se rencontrer, à toucher leur humanité et à changer leur manière de se traiter, ils vivent instantanément beaucoup de paix, de douceur. En général, ça baille beaucoup en fin de séance parce que justement, ça relâche. Voilà, changer, c'est aussi apprendre à arrêter d'être en guerre contre soi, à apprendre à accueillir ses parts blessées, même si elles sont endolories. Elles s'apaisent, hein, quand elles rencontrent enfin beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de tolérance. Donc il y a quand même beaucoup de fausses croyances sur les processus par lesquels on doit passer quand on veut du changement. Et faire un travail sur soi peut être douloureux un temps, certes, mais pas définitivement. Et surtout, la souffrance, c'est le signe qu'on est en train de mettre le doigt au bon endroit sur ce qui a besoin d'être guéri. Et puis, il y a aussi la peur de l'inconnu parce qu'on a beau ne pas être bien dans sa vie, dans ses émotions, il n'empêche que c'est ce qu'on connaît, que ça nous est familier, donc ça nous rassure, on a le contrôle dessus. Alors que le changement implique toute une équation d'inconnu. Donc le mental panique et on se dit: «Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça ou si je deviens ça?» et cetera. Et le problème, c'est qu'on tombe dans la projection, on part dans un futur qui n'existe pas, on s'imagine des tonnes de choses, alors que dans la réalité, il se passe rarement ce que le mental avait prévu. Et là, j'en reviens au caractère un peu sacré, un peu initiatique, hein, je vous parle souvent du côté spirituel des choses, parce qu'il faut accepter de perdre ce qu'on a ou ce qu'on est pour accéder à mieux. Et oui, ça c'est encore le côté initiatique du changement, mais je suis absolument convaincue que lorsqu'on accepte de changer pour quelque chose de plus épanouissant, de plus vrai, de plus authentique, de plus sain, pour être davantage soi et se rapprocher de soi, la vie nous amène toujours mieux. Donc on rentre en fait dans le fait de désirer aussi incarner des valeurs de courage, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais aussi de confiance en la vie, de confiance en soi. Encore une fois, il y a cette notion d'élan et de volonté. C'est hyper important de se rappeler que quand notre ventre, notre cœur nous appelle au changement, c'est qu'il sait où il veut aller, il sait ce qui est bon pour nous. Et donc c'est important d'apprendre petit à petit à se faire confiance. Et puis pour finir, je dirais aussi qu'il faut arrêter de croire que le changement demande des métamorphoses en un claquement de doigts. Les métamorphoses, c'est comme dans la nature, ça prend du temps, ça se fait petit à petit. Il faut laisser la vie aussi nous arroser de ses expériences. Mais par contre, c'est fondamental d'être dans un mouvement d'action douce pour aller vers soi et de toujours garder son cap. J'en arrive à la conclusion de ce podcast. C'est un sujet très riche dans lequel il y a beaucoup à dire. J'ai été très transparente avec vous dans ce podcast, hein. Changer demande effectivement beaucoup de se responsabiliser et c'est ce qui est compliqué dans le monde dans lequel on vit, hein, un monde dans lequel on cherche beaucoup à nous infantiliser de plus en plus. Donc il y a vraiment cette idée de reprise de pouvoir et de puissance sur soi, de faire des choix qualitatifs pour soi, pour la vie qu'on a envie de mener et d'offrir le meilleur à ceux qu'on aime, d'être ce porteur de lumière qui reconnecte avec ses valeurs profondes, qui se déploie ou se redéploie et qui inspire les autres à faire de même. On a toujours la possibilité de changer. À n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, on a toujours la possibilité de trouver un angle de perception différent. En tout cas, c'est important de se rappeler que la vie est un mouvement permanent et que la vie coule en nous. Donc, on a des ressources, mais il faut apprendre à s'y reconnecter et ne pas oublier que les choses peuvent se faire à notre rythme et avec bienveillance. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous aura permis de comprendre un peu mieux pourquoi on peut avoir très envie de changer et malgré tout avoir des difficultés à passer à l'action. Et surtout que ça vous aura peut-être donné quelques pistes, hein, pour aller regarder ce qui chez vous peut encore faire obstacle à ce changement. Et puis, si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin dans mon travail, de savoir qui je suis, ce que je fais, de découvrir les accompagnements que je propose, vous pouvez aller sur mon site internet, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie d'avoir des informations, si vous avez des questions, ou si vous avez envie de me proposer un sujet pour un prochain podcast. Vous trouverez mon adresse mail également dans la description.
N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, à mettre des commentaires. Comme je vous le disais au début, ça m'aide énormément à faire connaître mon travail et ça permet aussi à ce contenu d'arriver jusqu'aux personnes qui en ont besoin. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain podcast.